Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un domaine qui bouscule vraiment tout ce qu'on croyait savoir sur notre propre intelligence. Les neurosciences éducatives. Exactement. L'idée de cette exploration, c'est de s'appuyer sur une énorme compilation de textes académiques, d'études cliniques et de recherches de pointe. Tout ça pour véritablement comprendre la mécanique de notre cerveau lorsqu'il apprend. C'est ça. La mission de notre analyse du jour, c'est d'extraire de cette montagne de données, de ces sources très denses, des pépites de savoir très concrètes. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, mais énormément. Comment retenir l'information durablement à une époque où on est juste bombardé de notifications? Comment éviter la fameuse surcharge mentale? Et surtout, comment optimiser notre intellect au quotidien en s'appuyant sur la biologie plutôt que sur des intuitions? Bon, décortiquons ça. Je pense que pour aborder une masse d'informations aussi dense, il faut d'abord comprendre d'où l'on part. Le contexte historique, tu veux dire? Oui, pour bien poser le cadre de cette littérature scientifique, c'est presque indispensable de faire un petit détour par la philosophie. Le débat sur l'éducation, sur la façon dont on doit former les esprits, ça ne date absolument pas de l'ère des scanners cérébraux. Ah, ça, on s'en doute un peu. Historiquement, on retrouve une opposition très classique entre Platon et Aristote. Platon, lui, privilégiait l'instruction stricte. Son idée, c'était vraiment de former une élite éclairée. Les fameux philosophes rois. Voilà. Et ça passait par la transmission pure et rigide de savoir académique. À l'inverse, Aristote prônait une éducation beaucoup plus globale. Moins rigide, donc. Beaucoup moins. Une éducation qui visait la vertu, l'équilibre de l'individu, ce fameux savoir-être en fait. Et ce qui est remarquable, à la lecture de ces recherches récentes, c'est que les neurosciences modernes viennent carrément réconcilier ce débat millénaire. Donc les données cliniques donneraient raison aux deux approches en même temps? Précisément. La science démontre aujourd'hui que forger la raison, c'est-à-dire l'acquisition pure de connaissances complexes, ça modifie en réalité très profondément notre savoir-être. D'accord, ça a un impact direct sur la personnalité. Oui, parce que cela nous permet de lutter activement contre nos biais cognitifs. Et c'est là qu'intervient un concept fondateur issu de ces documents, le cerveau bayésien. Le cerveau bayésien, c'est un terme qu'on voit beaucoup dans les sources. Qu'est-ce que c'est en gros? En neurosciences cognitives, on considère que le cerveau n'est pas un simple réceptacle. C'est une machine prédictive fonctionnant en permanence dans l'incertitude. Il essaye de deviner la suite. Tout le temps. Son but premier est d'émettre des probabilités, de prédire un futur souhaitable pour déclencher une action, même lorsqu'il manque d'informations. Ok, donc l'objectif de la pédagogie moderne, ce n'est plus juste de transmettre de la donnée brute. Surtout pas, l'information elle est partout aujourd'hui, accessible en un clic. L'enjeu, c'est vraiment de forger un esprit critique capable de filtrer. De filtrer, d'analyser et de trier pour faire face à la désinformation. Exactement. Donc on base un cerveau perçu comme un vieux disque dur qu'il faudrait remplir de fichiers, à un cerveau fonctionnant comme un algorithme de tri qu'il faut calibrer. C'est une très bonne métaphore. Et pour observer ce calibrage, les cliniciens regardent littéralement à l'intérieur de la machinerie. Il y a des données frappantes sur l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRLF. Pouvoir observer l'activité de la pensée en temps réel, c'est une avancée majeure. Et le mécanisme physiologique qui est mesuré par ces machines est d'une précision fascinante. C'est ce qu'on appelle le signal BOLD. BOLD. Oui, c'est l'acronyme de Blood Oxygen Level Dependent. Pour faire simple, lorsqu'une zone du cerveau s'active pour traiter un concept, qu'il soit conceptuel ou sensoriel, l'activité neuronale intense exige soudainement beaucoup d'énergie. Un peu comme un moteur qu'on fait monter dans les tours. C'est ça. Et ça déclenche un afflux sanguin local très rapide. C'est ce qu'on nomme le couplage neurovasculaire. Ce sang frais apporte une grande quantité d'hémoglobine chargée en oxygène. Ok. Et dans cette zone précise, le ratio entre l'hémoglobine oxygénée et désoxygénée augmente brutalement. Mais, et c'est crucial, avec un pic qui survient avec un décalage de 5 à 6 secondes après la stimulation initiale. Attends, 5 à 6 secondes. Oui, c'est cette variation magnétique locale décalée dans le temps que l'IRMF capte et traduit en zone colorée sur l'écran des chercheurs. Mais ce délai de 5 à 6 secondes, c'est capital. Si l'on comprend qu'il y a un décalage physiologique entre l'effort cognitif et l'afflux d'énergie sanguin, j'imagine que cela remet complètement en cause certaines méthodes d'apprentissage intensif. Totalement. Est-ce que ce délai biologique explique pourquoi la lecture ultra rapide de concepts super complexes, c'est souvent voué à l'échec ? Absolument. En fait, c'est une limite purement métabolique. Le flux sanguin ne peut tout simplement pas suivre la cadence d'une demande de traitement trop rapide et ininterrompue.
Donc l'information défile, visuellement, mais le traitement cognitif profond n'a juste pas l'énergie nécessaire pour se faire. Il n'a pas le carburant à l'instant T. Cette notion de limite énergétique, ça nous amène directement à une découverte très surprenante de nos sources. Une découverte concernant notre capacité à faire plusieurs choses en même temps. Le fameux mythe du multitâche. Ah, le multitâche, l'imagerie fonctionnelle a été sans appel sur ce point. Elle a mis en évidence l'existence d'un goulot d'étranglement central. Un goulot d'étranglement? Oui, lorsqu'un individu est engagé dans une tâche nécessitante de l'attention volontaire, le cortex préfrontal et les zones de prise de décision sont complètement accaparés. Ils sont bloqués sur la tâche numéro 1. C'est ça. Le cerveau ne peut s'engager dans une seconde tâche exigeante qu'après avoir relâché cette première tâche, et avec un temps de latence incompressible. Donc le multitâche simultané parfait, genre où l'on rédigerait un email très complexe tout en écoutant un podcast analytique, avec la même efficacité, c'est une illusion biologique. Une pure illusion. En réalité, ce que fait le cerveau, c'est qu'il opère un basculement frénétique, un micro-séquençage entre les deux tâches. Ils sautent de l'un à l'autre très vite. Voilà. Et ça génère un coût énergétique faramineux et une fatigue prématurée énorme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que comprendre ces contraintes métaboliques, ça permet de réaliser que l'apprentissage est un phénomène avant tout physique. Profondément physique, oui. Tout le monde connaît la différence empirique entre bachoter une série de dates la veille d'un examen pour tout oublier le lendemain et véritablement assimiler une compétence à long terme. Mais ce qui est captivant ici, c'est la façon dont l'imagerie médicale traduit cette différence directement au niveau de nos synapses. Tout à fait. L'apprentissage profond modifie l'architecture physique de notre réseau neuronal. Et cela passe par deux mécanismes biologiques très clairs. D'abord, la neurogénèse. La création de nouveaux neurones. Oui, qu'on observe particulièrement dans l'hippocampe, qui est une structure clé de la mémoire. Et ensuite, il y a le processus le plus fréquent, la synaptogénèse. Le renforcement des connexions. Exactement. Chaque fois que l'on manipule une information, qu'on la questionne ou qu'on la met en pratique, on crée et on renforce les connexions chimiques et électriques entre les neurones existants. L'apprentissage biologiquement parlant, c'est l'épaississement de ces sentiers neuronaux. Et pour que cet épaississement se produise de manière durable, les textes cliniques décomposent la mécanique de la mémoire en 3 étapes. Des étapes inviolables. Il n'y a pas de raccourci. La première étape, c'est l'attention. On en revient au cerveau prédictif. L'attention est déclenchée par notre capacité à anticiper l'intérêt d'une information. Sans ce faisceau attentionnel, le cerveau ne retient rien du tout. Et rien. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'encodage. L'information va transiter par plusieurs systèmes. La mémoire épisodique d'abord, pour retenir le contexte et le lieu de l'apprentissage. Ok. La mémoire sémantique ensuite, pour en extraire le sens profond. Et enfin, la mémoire procédurale, pour automatiser et consolider la compétence. Et la dernière étape? C'est la récupération, c'est-à-dire l'effort d'aller chercher l'information stockée. Et pour optimiser ce circuit tripartite, les chercheurs recommandent vivement l'apprentissage multi-épisodique. Donc, aborder une même notion sous de multiples angles. Genre, lire un chapitre, puis en débattre à voix haute, puis essayer de le schématiser sur papier. Oui, pour forcer le cerveau à créer plusieurs routes d'accès vers la même information. C'est d'une clarté fascinante, mais c'est aussi très paradoxal. Si la mécanique biologique est aujourd'hui si bien cartographiée par la science, comment on explique que tant de mythes sans aucun fondement, ce qu'on appelle les neuromythes, soient devenus la norme absolue dans tant d'écoles et d'entreprises? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la force de séduction des solutions simplistes. La vulgarisation un peu hâtive des années 90 a généré des légendes urbaines qui ont la vie très dure. La déconstruction méthodique de ces neuromythes, c'est une part essentielle des travaux qu'on aborde aujourd'hui. On peut en prendre quelques-uns. Le plus célèbre, par exemple, l'idée que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Le fameux mythe des 10%, c'est factuellement faux. Complètement faux. Complètement. L'imagerie métabolique prouve que nous utilisons la quasi-totalité de notre encéphale au cours d'une journée. Chaque zone a une fonction évolutive précise. Ça paraît logique. Bien sûr. Maintenir un organe qui consomme 20% de l'énergie de notre corps pour n'en utiliser qu'un dixième, ce serait une absurdité évolutive totale. Et l'opposition constante entre un cerveau gauche dit logique, mathématique et analytique, et un cerveau droit prétendument créatif et artistique. On voit encore énormément de tests de personnalité en entreprise qui sont basés là-dessus. C'est une autre sursimplification extrême. Nos hémisphères sont reliés par le corps calleux, qui est un faisceau massif de fibres nerveuses. Ils travaillent en permanence de manière intégrée.
Donc la logique et la créativité ne sont pas séparées. Pas du tout. Résoudre un problème mathématique complexe, ça exige de la créativité. Et peindre une toile, ça demande une organisation spatiale et analytique. Et pour ce qui est de l'apprentissage genré, l'idée que les garçons et les filles apprennent différemment par nature. Même chose. L'idée de l'apprentissage genré ne repose sur rien. Les recherches neuroscientifiques rigoureuses n'ont mis en évidence aucune différence neurologique justifiant des approches pédagogiques distinctes pour les hommes ou les femmes. Continuer à le croire, c'est juste justifier biologiquement des stéréotypes purement sociaux. Il y a un autre modèle qui domine pas mal l'industrie de la formation, c'est le modèle VAK, visuel, auditif, kinesthésique. L'idée qu'il faudrait identifier le style d'un apprenant pour lui enseigner efficacement. Les données cliniques démentent ça aussi, hein. Totalement démenti. Des méta-analyses très exhaustives ont conclu qu'il n'existe aucune preuve empirique montrant qu'enseigner spécifiquement sous forme visuelle à une personne qui s'auto-identifie comme visuelle améliore ses performances. C'est fou quand on sait combien de formations sont basées là-dessus. Croire en ce mythe a un coût faramineux. Des institutions dépensent des budgets colossaux pour adapter des formats. Et pire encore, cela enferme les individus dans des cases imaginaires. On se dit « je suis auditif, donc je ne lis pas les graphiques Voilà. On prive un apprenant de stratégies redoutables, comme l'enseignement explicite et le questionnement actif, simplement parce qu'on l'a étiqueté auditif. ». C'est une perte d'énergie monumentale. Si l'on nettoie un peu le paysage de tous ces mythes et de ces étiquettes, qu'est-ce qui reste pour déclencher le désir profond de s'engager intellectuellement ? Les études pointent directement vers la chimie de la motivation, le fameux circuit de la récompense. Au centre de ce circuit, on trouve la dopamine. Elle est très souvent réduite, dans la culture populaire, à la simple hormone du plaisir ou de l'addiction aux écrans. Le fameux shot de dopamine des réseaux sociaux. C'est ça. Mais son rôle cognitif est d'une bien plus grande subtilité. Elle module nos apprentissages via la Brain Reward Region, la zone de récompense cérébrale. Les neurologues distinguent en fait deux niveaux d'action. Lesquels ? D'un côté, il y a la dopamine tonique. C'est une libération lente et continue. C'est un carburant de fond qui permet de soutenir l'effort et la concentration sur la durée. Et le deuxième niveau ? De l'autre côté, on a la dopamine phasique. Ce sont des pics de libération brefs qui interviennent pour signaler au cerveau « ceci est important, mémorise cette action pour la répéter ». Ce qui est dingue, et c'est le point aveugle pour beaucoup de concepteurs de formation, c'est que ce pic de dopamine phasique ne se déclenche pas au moment où l'on obtient la bonne réponse ou la récompense finale. Non, il se déclenche pendant l'anticipation de cette récompense. L'anticipation. C'est la clé de voûte de l'engagement. Le cerveau est stimulé par la résolution de l'incertitude. Poser une énigme captivante ou un problème ouvert, ça va générer cette anticipation. Et cette attente va inonder le cortex préfrontal de dopamine. Mais attention, pour que cette chimie opère pleinement, les sources introduisent un paramètre fondamental, la pédagogie du care, ou l'éthique de la sollicitude. Oui, c'est indispensable. C'est une dimension très humaine en fait. L'apprentissage optimal n'est pas qu'une froide mécanique de neurotransmetteurs. Si la personne se sent menacée, jugée ou stressée, toute la machine s'enraye, non ? C'est exactement la traduction neurobiologique de l'empathie. Sous l'effet du stress émotionnel ou de la peur de l'échec, le cerveau libère du cortisol. Et en grande quantité, le cortisol vient littéralement bloquer le fonctionnement de l'hippocampe. Ce qui interdit la création de nouveaux souvenirs. Ça interdit la synaptogénèse. L'éthique du care consiste donc, pour un enseignant ou un manager, à sécuriser l'environnement pour réduire ce qu'on appelle les charges parasites. Les charges émotionnelles. L'anxiété, oui, et la charge attentionnelle liée au chaos extérieur. En abaissant ces charges, on libère l'efficience cognitive. L'afflux sanguin et l'énergie métabolique, dont on parlait au début, sont alors intégralement alloués à la création de nouvelles connexions utiles. Si l'on arrive effectivement à apaiser cette charge émotionnelle au point d'atteindre un état de sécurité totale, j'imagine qu'on peut repousser les limites de la concentration. Et ça m'amène à cette partie étonnante des recherches sur des accélérateurs cognitifs qu'on associe rarement à des laboratoires de neurosciences. À commencer par l'hypnose. L'hypnose a très longtemps souffert d'une image ésotérique ou trop liée au spectacle. Oui, le pendule, tout ça. Mais la neurobiologie de l'hypnose est aujourd'hui finement documentée par des électroencéphalogrammes. Les données montrent que la transe hypnotique n'est ni du sommeil ni de l'inconscience. C'est un état d'hyperfocalisation. Donc le cerveau est très actif. Très. Sous hypnose, le cerveau présente une forte augmentation des ondes θ et delta qui sont caractéristiques d'une relaxation profonde.
Et en parallèle, on note une diminution drastique de l'activité du cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur, il sert à quoi, normalement? Cette zone gère, entre autres, la détection des erreurs et le filtre du jugement critique. Donc l'hypnose permet de découpler l'acquisition d'une compétence de la peur sociale de l'échec. C'est le filtre du jugement qui saute. Exactement. C'est exactement le verrou qui empêche tant d'adultes de progresser dans l'apprentissage d'une langue étrangère, par exemple. La peur panique de faire une faute de grammaire à l'oral. C'est un blocage classique. Et les études de cas fournies dans les textes sont vertigineuses là-dessus. En utilisant l'hypnopédagogie pour contourner ce filtre affectif, certains groupes d'apprenants parviennent à atteindre un niveau de langue intermédiaire, le fameux niveau B1, en seulement 80 heures de pratique. C'est très rapide, hein. Pour mettre ce chiffre en perspective pour notre audience, le système académique classique requiert en moyenne 360 heures pour le même résultat. Une sacrée différence. Diviser le temps d'apprentissage par 4 simplement en court-circuitant l'anxiété, c'est une optimisation spectaculaire. Et dans cette même logique d'optimisation, les textes évoquent la PNL, la programmation neurolinguistique. Oui, Attends, la PNL. Je dois avouer que quand j'ai lu ça dans les documents, j'ai vraiment tiqué. C'est souvent perçu comme une pseudo-science un peu New Age, ou pire, une technique de vente agressive. Comment les cliniciens justifient-ils son observation dans le champ de la pédagogie ? c'est un scepticisme tout à fait légitime et nécessaire. Les sources précisent d'ailleurs très bien que la PNL n'est pas une science dure avec la validité prédictive de la neurobiologie. C'est une méthodologie purement empirique, Donc basé sur l'observation. née de l'observation pragmatique de stratégies de communication qui fonctionnent sur le terrain. L'intérêt des chercheurs pour la PNL réside dans sa capacité à fournir des outils concrets pour déjouer les biais cognitifs qu'on a évoqués plus tôt. Des exemples d'outils ? Par exemple, la technique du recadrage. Elle vise à contrer le biais d'ancrage. C'est ce réflexe qui nous fait rester bloqués sur la première information négative qu'on reçoit. Il y a aussi le métamodèle. Le métamodèle ? C'est une structure de questionnement linguistique très spécifique. Ça aide à déconstruire le biais de confirmation et les croyances limitantes d'un individu face à ses propres capacités. L'objectif n'est pas de manipuler la biologie, mais d'offrir une flexibilité comportementale pour fluidifier l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Si l'on combine nos compréhensions millimétrées du métabolisme neuronal, la maîtrise de l'attention par la dopamine, et ces techniques de contournement des blocages émotionnels, on trace une trajectoire qui nous emmène très, très loin. Très loin, oui. Les prospectives cliniques et technologiques abordées dans la dernière partie de ces recherches frôlent carrément le scénario de science-fiction. C'est le moins qu'on puisse dire. Le champ de la neurotechnologie théorise ce qu'on appelle le transfert INTOS. INTOS. Pour Instantaneous Neural Transfer of Skills, c'est le vieux rêve illustré par la scène mythique du film Matrix, où le héros télécharge instantanément un programme de pilotage d'hélicoptère dans son cortex. Je connais le kung-fu. Voilà. Si le téléchargement instantané reste du domaine de la théorie, pour l'instant, la convergence technologique actuelle s'y intéresse très sérieusement. Avec les IA génératives notamment. Oui, nous observons la fusion imminente des intelligences artificielles génératives qui sont capables de créer des environnements hyper personnalisés en temps réel avec les interfaces cerveau-ordinateur. Les fameux BCI, Brain Computer Interfaces, comme Neuralink. Tout à fait. À terme, l'objectif clinique de ces implants est de court-circuiter nos capteurs sensoriels physiologiques, comme les yeux ou les oreilles, qui sont limités en bande passante, pour transmettre des flux d'informations directement aux réseaux neuronaux. Mais on n'a même pas besoin d'attendre l'arrivée d'implants neuronaux grand public pour faire face aux vertiges éthiques de l'optimisation cérébrale. Les données cliniques sur le dopage cognitif sont déjà là et elles sont massives dans les sources. L'usage de psychostimulants pharmacologiques pose en effet de vraies questions. Les auteurs soulignent particulièrement le cas de la Ritaline. C'est une molécule prescrite médicalement pour réguler les troubles de déficit de l'attention, le TDAH. Oui, Sauf que les statistiques rapportent qu'elle serait utilisée de manière totalement détournée par près de 20% des étudiants dans certains campus américains de haut niveau. 20%. Un étudiant sur 5 qui prendrait des amphétamines sur ordonnance uniquement pour augmenter sa concentration et sa dopamine tonique avant les examens. C'est énorme. Ce chiffre illustre parfaitement le grand débat du Human Enhancement, l'humain augmenté. Face à ce phénomène de dopage neurochimique objectif, la communauté scientifique s'interroge profondément. Est-ce de la triche ? C'est l'une des questions. Faut-il condamner cette pratique comme une tricherie inéquitable dans un système académique compétitif
Ou bien peut-on la banaliser en la considérant comme une simple prothèse d'optimisation au même titre que porter des lunettes de vue pour corriger sa myopie, par exemple? L'analogie est forte. Ou bien, et c'est l'axe le plus critique, est-ce le symptôme d'une société hyper exigeante qui refuse de s'adapter au rythme humain naturel? La question se pose vraiment. La réflexion neuroéthique développée dans ces travaux suggère qu'au lieu de médicaliser les individus sains pour les faire entrer dans un moule de productivité standard, nos systèmes devraient plutôt embrasser la neurodiversité, C'est-à-dire? c'est-à-dire valoriser la fantastique asymétrie et l'infinie variété de fonctionnement de nos cerveaux bayésiens, au lieu de vouloir tous les formater chimiquement. C'est un changement de paradigme complet. En parcourant nos sources, on est passé de l'infiniment petit, avec les flux d'hémoglobine oxygénée et la plasticité de nos synapses, jusqu'au déboulonnage des mythes éducatifs en passant par la puissance des ondes de relaxation sous hypnose. Cette exploration dessine un futur vraiment fascinant pour l'éducation. Mais ce qui ressort de toutes ces données, c'est que l'acquisition du savoir reste un phénomène profondément physiologique, indissociable de nos émotions et de notre vulnérabilité. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, cela soulève une question importante, un paradoxe philosophique qui émerge directement de ces avancées technologiques. Lequel? Toute la littérature scientifique confirme que c'est la friction, l'effort anatomique face à l'erreur et la répétition acharnée qui sculptent la robustesse de nos réseaux neuronaux et qui forgent le caractère. L'effort paye, littéralement. Oui. Alors, si la technologie de transfert agnatos permettait un jour un apprentissage façon Matrix, sans aucune latence métabolique, sans aucune frustration et sans aucun effort de concentration, que deviendrait notre résilience face à l'adversité? C'est une vraie question existentielle. Une compétence acquise magiquement, sans la lutte biologique qui l'accompagne d'ordinaire, aurait-elle la même valeur intrinsèque ou la même saveur dans la construction de l'identité d'un individu? Voilà de quoi nourrir une très profonde réflexion. Une excellente question pour terminer notre analyse. L'effort biologique et la lutte synaptique font visiblement partie intégrante de la récompense et de qui nous sommes. Pour ceux qui écoutent, on espère que cette immersion au cœur de la mécanique de l'esprit vous offrira des leviers concrets pour aborder différemment vos propres défis intellectuels. En prenant soin de notre environnement émotionnel et en laissant de côté les mythes persistants, on a tous les moyens d'optimiser notre incroyable machinerie cérébrale. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources éphémères.